Bon ben voilà, bonjour tout le monde. Voilà, Bonjour à tous. arrivé à la date de présentation de ce type de formation à distance, nous avons appelé Repartons du bon pied. Merci à tous ceux qui se sont inscrits et qui ont participé pendant cette période de confinement à nos webinaires. Ceux qui n'ont pas participé pourront les retrouver en ligne. On a dit beaucoup de choses autour du sujet. Pour moi, cette journée, elle est un peu singulière en tant que fondateur de Delta Mu. C'est un peu, il y a un peu d'émotion puisque depuis que Delta Mu existe, puisqu'elle a été créée pour ça, on a beaucoup travaillé pour faire admettre, pour faire comprendre et pour faire avancer les idées sur la partie optimisation. Il se trouve que la situation actuelle, comme vous le savez, favorise un peu les choses puisqu'on va avoir des questions importantes à se poser en termes de budget et donc en termes d'utilité de ce qu'on pratique. Donc cette conjonction, voilà, ces événements-là sont un peu, pour moi, ont une valeur un peu particulière, une saveur un peu singulière, d'autant plus que la semaine dernière, le COFRAC, dans un document important et officiel, préconise d'utiliser la FDX 07014 pour l'optimisation des périodicités, donc même dans les laboratoires accrédités, c'est-à-dire que là où on est au plus haut de la chaîne de traçabilité. Et donc pour moi, c'est une forme de reconnaissance et pour tout le travail accompli par Delta Mu depuis 20 ans pour faire avancer ces idées-là. Donc on a, suite à cette période et à beaucoup de réflexions, beaucoup d'échanges qu'on a eus avec certains d'entre vous, imaginé, construit un programme d'accompagnement de manière à la fois faire connaître ces méthodes d'un point de vue technique, mais aussi proposer les outils qui permettent de les mettre en œuvre, parce qu'on pense qu'il est temps maintenant que les métrologues puissent utiliser ces techniques-là pour se libérer du temps, sachant que la métrologie ne se limite pas à la gestion des opérations calendaires et que le temps qui va être libéré va être mis à profit pour la performance de l'entreprise plus que pour la satisfaction des auditeurs. Donc voilà, c'est un grand jour pour nous, pour Delta Mu, pour moi-même à titre personnel. En introduction de cette présentation, de ce webinaire, je vais revenir sur des choses qui ont été dites au cours du webinaire qu'on a organisé courant avril. Ce webinaire sur comment sortir de cette période de confinement, l'idée nous est venue à travers plusieurs échanges donc avec des métrologues et tous ces échanges tournaient autour des retards parce que évidemment quand on ne travaille pas on ne peut pas organiser les étalonnages qui soient faits en interne ou qui soient sous-traités pour les mêmes. Donc du coup on a des retards qui sont accumulés, on a évidemment des questions sur comment rattraper ce retard sachant qu'après la vie continue et qu'il faut bien évidemment faire aussi des étalonnages qui étaient prévus en temps et en heure, donc ça complique un peu l'équation. Et tout le monde est bien au fait, il suffit d'écouter les informations. Hein. La deuxième vague attendue, c'est la vague économique. Et donc, on sait que les budgets transversaux vont être lourdement impactés, les entreprises vont être en position de survie, et que du coup, je pense que nous pensons que les budgets métrologie vont largement diminuer. Le métrologue va donc devoir faire son travail avec beaucoup moins d'argent, en tout cas dans bien des cas. C'est malheureux, mais la contrainte existe et on ne pourra pas la contourner. Donc, sur la base de ces questions, on avait organisé donc, ce webinaire le 28 avril. Il est en ligne sur notre chaîne YouTube. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pourrez aller regarder. Là, on avait fait quelque chose d'interactif. C'est-à-dire qu'on a évidemment proposé des méthodes, mais on a aussi écouté et entendu ce que disaient les participants de ce webinaire. Et on a écrit dans une foire aux questions, on a apporté par écrit les réponses aux différentes questions qui avaient été posées au cours de la journée. Et on a même publié un article de fond sur la synthèse de ce webinaire qui va paraître dans le Contrôle et ses mesures et dans une ou deux autres revues, de manière justement à partager avec le plus grand nombre les préoccupations de la communauté des métrologues. Voilà. Là encore, cet article, vous pouvez le retrouver sur notre blog smartmetrology.com. Il est là pour ça. N'hésitez pas à le consulter. Au cours du webinaire, on avait posé plusieurs questions, histoire de s'interroger, de se remettre un petit peu en cause, puisqu'il paraît que tout va changer dans le nouveau monde qui s'ouvre. À la première question, on avait posé une question qui nous semble importante, c'est pourquoi et pour qui, faites-vous des étalonnages vérification périodique? Et donc là, même si les réponses à titre personnel m'ont un peu surpris, parce que 22% pour les auditeurs, ça me semblait un score un peu faible pour la question. Il me semblait que la réponse allait être plus importante pour les auditeurs. Les retours qu'on a, c'est souvent oui, mais l'auditeur m'a dit, oui, mais l'auditeur a dit que. Enfin voilà. Donc, on a beaucoup d'étalonnages qui sont faits dans le cadre des certifications qualité. Et puis, on a 18% aussi des réponses qui disaient pour avoir une étiquette de conformité sur l'instrument de mesure. Et du coup, on en déduit que ce qu'on fait, malheureusement, nous, on est
plutôt, les métrologues sont plutôt des techniciens, hein, c'est plutôt voilà. Finalement, on se rend compte que beaucoup sont cantonnés à des tâches de type plutôt administrative, alors que l'ISO 9000 est clair. Je rappelle ici le chapitre qui parle des généralités sur la mesure. Le métrologue doit apporter les ressources nécessaires pour assurer des résultats valides et fiables lorsqu'une surveillance, alors là c'est surveillance au sens surveillance d'un process industriel, ou une mesure, c'est-à-dire par exemple la réception d'un lot fournisseur ou la libération d'un lot pour aller chez un client est utilisée pour vérifier la conformité des produits. Donc la norme n'a jamais dit que la fonction métrologie se limitait à gérer des calendriers, des agendas et des étiquettes vertes. La norme, elle dit clairement ce qu'on nous on dit chez Deltamut depuis toujours. Le métrologue est là pour garantir des résultats valides et fiables en tout temps pour que les décisions prises sur la base de mesures soient pertinentes. Voilà. Donc, on partage ça avec la communauté des métrologues. Du coup, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous peut s'interroger sur la réalité des étalonnages. C'est-à-dire, en gros, concrètement, dans mon entreprise, l'étalonnage, c'est fait quoi? Est-ce que ça sert surtout à passer l'audit ou est-ce que, effectivement, dans le quotidien, j'ai besoin de ce qu'il y a écrit dans le certificat d'étalonnage pour analyser telle ou telle valeur, pour corriger telle ou telle valeur? Alors, je sais que c'est le cas, évidemment, et notamment quand on fait des étalonnages, mais l'étalonnage ne concerne que l'instrument de mesure. Ce qui nous intéresse, nous, métrologues, c'est quand même l'utilisation de l'instrument de mesure dans le process industriel pour prendre des décisions industrielles. Et là, les gens qui utilisent nos moyens de mesure pour prendre des décisions, pour régler des process, pour piloter des process, est-ce qu'ils ont vraiment besoin du certificat d'étalonnage? Est-ce qu'un jour ils nous l'ont demandé ou est-ce qu'ils veulent surtout que la date de péremption marquée sur l'instrument ou en tout cas date de péremption considérée comme telle, soit toujours valide. Hein, et pour le reste, l'instrument nous suffit en lui-même. C'est une vraie question. Je pense qu'il est légitime et qu'il est même temps de se la poser. Moi, je fais de la métrologie depuis un peu plus de 30 ans. J'ai créé Deltamu il y a un peu plus de 20 ans parce que justement, je souffrais de voir que la prestation qu'on faisait quand j'étais étalonneur se limitait souvent à on est bon dans la date et le reste, on se moque un peu de ce qu'il y a dans le PV. À titre d'auditeur, j'avais même pu observer que les certificats d'étalonnage n'étaient pas ouverts dans une grande entreprise française que je ne citerai pas, et c'était assez stupéfiant. Donc voilà, je pense que la vraie question qu'on doit se poser, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise doit se focaliser sur elle-même et la satisfaction de ses clients. Donc la satisfaction de ses clients, c'est surtout de prendre des décisions pertinentes. Voilà, notre rôle de métrologue, c'est d'aider l'entreprise à prendre les meilleures décisions possibles. On a posé au cours du séminaire une autre question. Alors moi, pour tout vous dire, j'ai fait beaucoup dans ma vie d'étalonnage et j'ai rarement eu de vrais problèmes sur les instruments de mesure. Quand je dis rarement, en pourcentage, on n'est pas dans le pourcent, on n'est pas dans le pour 1000, on n'est pas dans le pour 10 000. Et donc, on a posé cette question, est-ce qu'une non-conformité détectée lors d'une vérification périodique calendaire, c'est-à-dire en gros, j'ai une périodicité d'1 an ou 2 ans, j'envoie l'instrument à mon prestataire, hein, ou je le fais en interne, et je trouve l'instrument non conforme, est-ce que cette non-conformité sur un instrument détecté au moment d'une opération périodique calendaire a conduit à des actions correctives chez le client, hein? Autrement dit, est-ce que l'étude d'impact qu'on est obligé de faire a nécessité de prévenir le client d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire faire revenir un lot de marchandises, lui faire aller vérifier je ne sais quoi, ou l'alerter sur tel ou tel risque de défaillance. En gros, est-ce qu'on a vraiment vu quelque chose quand on fait des opérations périodiques calendaires? Et là, 6% des gens qui ont répondu à cette question ont dit oui. C'est-à-dire qu'on a 6% d'exemples où le laboratoire a réellement détecté un problème qui avait eu une conséquence industrielle. Alors, dans la discussion sur le chat, on a vite vu que la conséquence était rarement très très importante finalement et que les études d'impact conduisaient souvent à dire que c'était pas si grave que ça, et voilà. Alors certes, on prend une action, certes, on a rempli des documents, mais on n'a pas toujours eu à faire des choses très conséquentes, très importantes en termes de qualité de production. On s'en est plutôt bien sorti. D'ailleurs, là encore, deux extraits de normes qui sont importants sur la traçabilité des mesures de l'ISO 9001. Et puis surtout, la 17025, qui est quand même la référence dans les référentiels liés à la mesure. Et cette norme ISO 17025, elle dit bien que le programme doit être revu et adapté si nécessaire. Bon, moi, je dis clairement que si, depuis qu'on fait des étalonnages, on n'a jamais eu
suite à un étalonnage, un problème qui a eu des conséquences chez un client, il convient d'adapter notre programme d'étalonnage. Il est très probable qu'on en fasse beaucoup trop. Et je pense qu'autour de cette table virtuelle qui est ce webinaire, on est nombreux à penser ça. Et la norme nous invite à le faire. Ce qui est assez spécifique, enfin, ce qui est assez curieux, c'est que depuis autant de temps, finalement, on se pose moins la question de l'exigence de revoir et d'adapter son programme d'étalonnage que l'exigence de savoir si on a bien respecté des dates qui ont été fixées arbitrairement. Donc, je pense que là, l'heure est venue à se poser la question sur nos dates, d'autant plus que, troisième question qui était… Jean-Michel, du coup, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Que se passe-t-il si un instrument revient non conforme après optimisation, après avoir adapté? Il se passe à peu près la même chose que s'il revient non conforme après une périodicité calendaire. Il y aura forcément une étude d'impact. Voilà. À ce propos, on va très prochainement publier sur notre blog un article pour justement conduire ces études d'impact de façon un peu, notre vision à nous chez Deltamu d'une étude d'impact. Oui, le problème existe d'une non-conformité d'un instrument suite à une opération d'étalonnage. Que cette opération d'étalonnage soit fixée par une date obligatoire calendaire sans autre justification qu'on a toujours fait comme ça, ou qu'elle soit fixée par une méthode d'optimisation. Mais précisons quand même tout de suite que les étalonnages donnent des informations sur le passé, n'en donnent pas sur l'avenir. Donc en fait, de savoir que notre instrument est bon, c'est pas trop ce que ça veut dire, mais qu'il soit pas défaillant. On veut dire, bon, à une date donnée ne signifie pas qu'il ne sera pas demain. Et la vraie façon de gérer un parc d'instruments de mesure, c'est très probablement de s'intéresser à notre capacité de détecter une anomalie dès qu'elle se produit. C'est-à-dire que si elle se produit dans un an, eh ben, il faut que je puisse la détecter, mais si elle se produit demain, il faut que je puisse la détecter aussi. Et là, la question, ça tombe bien, Christophe, que tu interviennes sur cette question, sur ce slide, puisque à la question, les opérateurs ont-ils déjà détecté sur un instrument, une anomalie qui a ensuite été démontrée lors des étalonnages? Là, on a 91% des gens qui répondent oui. Donc, autrement dit, on a en interne la capacité de détecter l'anomalie quand elle se produit. Est-ce qu'on peut le faire au moment même où elle se produit? Ben non, sauf si dans notre procédure, on a écrit que quand on trouve un instrument de mesure par terre, il ne faut pas le remettre sur le bureau, même s'il nous semble bien fonctionner. Il faut le ramener à la métrologie, parce que s'il a pris un choc, il peut y avoir un dysfonctionnement que l'opérateur ne va pas pouvoir détecter en le regardant simplement. Mais à partir du moment où on a mis en place des opérations de surveillance, c'est-à-dire qu'on a calibré notre système de gestion pour regarder là où les choses sont vraiment critiques, et Olivier nous parlera tout à l'heure de la méthode Opérette, elle est vraiment parfaite pour ça. Donc là où les choses sont vraiment critiques, mettre les ressources, allouer les ressources pour faire des choses à ces endroits-là, et notamment mettre des surveillances un peu évoluées, dont on parlera également, et ailleurs où c'est moins critique, moins grave, ou alors parce que les utilisateurs peuvent détecter aisément une non-conformité sur l'instrument de mesure, ben, avoir une procédure allégée, ça s'appelle allouer les ressources en fonction des risques, et c'est une vision sûrement beaucoup plus pertinente pour assurer des résultats validés fiables que quand on suit un agenda et qu'on respecte à la lettre une date qui tombe sur un agenda. Et j'adore cette petite image qui nous a été proposée d'ailleurs par Nicolas Gosse de contrôler ces mesures. C'est que finalement, les métrologues qui se posent des questions sur les études d'impact, ils ont la solution sous les yeux. C'est exactement comme notre brave gars qui pousse sa boîte avec des roues carrées. C'est qu'en fait, dans le quotidien de l'entreprise, il est très probablement facile de détecter des anomalies. On verra qu'il y a plusieurs techniques. Dans notre programme de formation, on va évidemment aussi décrire ces différentes techniques de surveillance, sachant que la surveillance, c'est surtout du bon sens et que, au-delà de méthodes décrites, il y a aussi une réflexion sur l'entreprise elle-même, à savoir comment dans mon entreprise avec mes opérateurs et comment dans mon organisation je peux détecter facilement des anomalies quand elles surviennent, plutôt que d'attendre qu'un laboratoire me dise que c'est pas bon, quelle que soit l'échéance, et que je sois obligé de faire une étude d'impact et peut-être avoir une action auprès de mes clients. Voilà, ça c'est vraiment les vraies questions que cette période assez particulière nous permette de poser très franchement. Puisque très franchement, et merci encore au COFRAC aujourd'hui de nous dire, faites du FDX 07014, même dans les plus hauts laboratoires qui doivent assurer la traçabilité métrologique, c'est le vrai moment de se poser ces questions-là. Est-ce qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux, c'est ma conviction, avec moins, puisqu'on aura moins de budget, et voilà, il suffit de… Quand je dis suffit, c'est un peu trop simple, mais on a sûrement de la ressource dans tout ce qu'on fait qui ne sert à rien pour réallouer à des choses plus performantes qui permettraient de détecter des anomalies. Voilà. Est-ce qu'on a peut-être un sondage sur le sujet que je peux lancer? D'accord. Ok, je lance le sondage.
Donc, pensez-vous que les laboratoires sont plus performants que vos collègues pour détecter de vrais problèmes impactants? Donc ça, c'est un peu la question qu'on avait posée au cours du webinaire là, du 26 avril. Alors, on va voir si on a autant de répondants qui disent oui. Moi, dans mon expérience personnelle, je sais que dans un laboratoire d'étalonnage, par exemple, puisque j'ai surtout fait des mesures dans des laboratoires d'étalonnage, ben, quand il y a un problème, on le voit tout de suite, hein, parce qu'on a tellement l'habitude de trouver telle et telle valeur sur tel et tel type d'instrument que quand on trouve une valeur différente, de façon complètement inconsciente, on se dit, bah, tiens, là, il y a peut-être un problème. Et quand on est capable de se dire, tiens, il y a peut-être un problème, c'est qu'on est capable de faire des surveillances. Et à partir du moment où on est capable de dire, tiens, il y a peut-être un problème, c'est-à-dire le voyant orange du compteur de la voiture qui dit, allez voir le garage, ben, si on sait qu'il y a peut-être un problème, on va trouver une solution pour savoir s'il y a effectivement un problème ou s'il n'y a pas de problème. La solution, c'est souvent très simple, hein. Il suffit de prendre un autre instrument de mesure, de demander à un collègue. Enfin voilà, tout le monde a été confronté à cette situation dans la vie de tous les jours. Et donc, ça ne serait pas surprenant qu'on ait un taux de réponse élevé à cette question, Christophe. Voilà. Donc là, il y a 60% des personnes qui ont répondu. Je vais fermer le vote puisque ça se stabilise. Donc, je ferme le vote. Je partage les résultats. On est tous anxieux. Voilà, partage les résultats. Jean-Michel, tu vois les résultats? Oui, je vois les résultats. Ben, ça confirme un peu. Ça confirme un peu. La question, c'est qu'est-ce que les laboratoires sont plus performants que vos collègues? Ben, 83% pensent non. Ça n'enlève rien aux laboratoires. Les laboratoires sont indispensables quand on achète un instrument de mesure. Ben, on ne peut pas deviner s'il est bon ou pas bon. Donc, moi, je pense que l'étalonnage à l'état neuf, c'est quelque chose de fondamental. Il faut absolument le faire, de manière à au moins faire jouer la garantie si on a un problème. Les instruments de mesure sont fabriqués par des process industriels qui dispersent. Et dans cette dispersion, il y a forcément des instruments qui ont des anomalies. Voilà. Mais il y en a peu parce que c'est des gens qui savent en général fabriquer des instruments de mesure. Donc voilà, donc les laboratoires, évidemment, qui peuvent détecter des anomalies. Mais vraiment, est-ce que dans mon quotidien, moi, et dans mon utilisation de mes instruments de mesure, je peux voir des choses, et évidemment, tous les métrologues ont vu des choses par eux-mêmes sans attendre le laboratoire d'étalonnage. Personnellement, la réponse ne me choque pas. Je dirais qu'elle va dans le sens attendu. Je crois qu'il y avait une autre question. Pourtant, j'ai une question. Mettre en place des surveillances peut prendre beaucoup de temps. Oui, alors, oui et non, j'allais dire. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle surveillance. Enfin, il y a des surveillances qui peuvent demander du temps et il y en a qui peuvent être totalement neutres. Rappelle-toi, Christophe, pour répondre à cette question. Voilà, une idée me vient. On avait fait une conférence au Congrès international de métrologie sur les cas d'étalons dans un laboratoire d'étalonnage. Tu te souviens? Où on avait démontré qu'en analysant les résultats d'étalonnage sur des cales de clients, on pouvait retrouver la valeur des cales de référence étalonnées par le LNE en interférométrie laser. Voilà. Donc, à partir du moment où on a ça dans un logiciel, il suffit de mettre une surveillance dynamique des valeurs pour vérifier qu'on est toujours dans les clous. Et donc, il suffit parfois d'avoir un peu d'intelligence, une petite routine Excel ou un logiciel qui permet de le faire. Soyons clairs, sur Optimi, on fait un certain nombre de choses, notamment pour les laboratoires d'étalonnage, qui permettent de surveiller ça. Et la surveillance, elle se fait naturellement. Mais ça peut être encore plus simple que ça. Un opérateur ça arrive à tout le monde, un opérateur qui est sur une ligne de production qui est plutôt stable, on fait souvent le même produit et autres, à un moment, il va trouver une pièce non conforme, il va dire, oui, ça arrive, et puis si la deuxième après, il y a des non conformes, il va dire, tiens, c'est bizarre, et au bout de la troisième de suite non conforme, il va dire, là, j'ai un problème. J'ai un problème sur mon procédé de fabrication ou j'ai un problème sur mon processus de mesure. Et là encore, c'est lui qui va le détecter d'un point de vue purement naturel. Il faut juste s'assurer de leur sensibilisation et de leur formation. Mais on se tue à le dire chez Delta Mu, la place du métrologue est plus au pied des machines avec les opérateurs pour garantir des mesures qui soient performantes et qui soient pertinentes, plutôt qu'à gérer des plannings qui permettent finalement de ne pas détecter les anomalies. Donc si on sensibilise les opérateurs et qu'on les accompagne dans la réalisation des mesures et dans la compréhension de ce qui se passe, on aura des informations de surveillance. Et puis alors après, il y a les cas les plus critiques qu'on peut détecter avec la méthode Opérette, évidemment. Avec Opérette, on a la possibilité de voir la criticité de tel ou tel moyen de mesure. Et évidemment que quand les moyens de mesure sont très critiques, là, on va faire des surveillances formalisées qui, elles, vont prendre un petit peu de temps et qui peuvent effectivement nécessiter un peu d'énergie. Mais l'énergie qu'on va mettre sur ces quelques instruments-là, parce que c'est rare qu'il y en ait beaucoup dans les mêmes entreprises sur ces quelques instruments-là, elle sera largement remboursée, j'allais dire, par toutes les économies qu'on fera sur les autres. Et enfin,
mais Olivier nous en parlera sûrement. L'AFNOR vient enfin, on est à l'initiative de cette norme, on peut le dire, sur la FDX 07041, sur les comparaisons inter-instruments. Et effectivement, une comparaison inter-instruments, c'est quoi? C'est, je vais prendre un objet, hein, par exemple un caillou, et je vais le mesurer sur plein de balances. Voilà. Et ça peut prendre du temps. Sauf que on peut aussi très bien faire ces comparaisons inter-instruments juste avant d'envoyer à l'étalonnage. Autrement dit, d'habitude, balance ou pied à coulisse ou ce que vous voulez, au lieu d'aller chercher tous mes instruments, les mettre et les ramener au laboratoire interne ou de les mettre dans un carton pour les envoyer dans un laboratoire externe, je peux très bien faire le tour de mes instruments de mesure avec une ou deux entités avec lesquelles je vais faire 2 ou 3 mesures. Et sur l'analyse de ces mesures-là, on va être capable de dire parmi tous les instruments que j'aurais été détectés, recherchés, et j'aurais d'ailleurs pu mettre à jour leur étiquette de périodicité à cette occasion-là, il y en a peut-être que 2 ou 3 que je vais envoyer. Le temps que je fasse ça, c'est pas beaucoup plus long que le temps d'en prendre tous les instruments à l'aveugle et de les envoyer à l'étalonnage, sachant qu'ils vont tous revenir, il faudra les déballer, il faudra les remettre en place, il faudra saisir dans le logiciel de gestion, il faudra gérer les éventuelles anomalies qui n'en sont pas, parce que très souvent on a des effets aussi incertitudes d'étalonnage. Et quand on regarde globalement, on a fait le tour de nos instruments, on a vérifié qu'ils marchaient bien et on a gagné beaucoup de temps sur les opérations logistiques autour des étalonnages. Donc oui, parfois ça peut être plus coûteux en temps, mais très souvent, quand on a les bonnes idées, et nous on est là pour aider évidemment nos clients et les gens qui participeront à ce programme évidemment à trouver les bonnes solutions, les bonnes idées pragmatiques, efficientes, pertinentes pour faire des surveillances les plus légères possibles, l'essentiel étant qu'au quotidien on soit capable de produire des mesures fiables. Est-ce que tu as une autre question, Christophe? Non, j'ai pas d'autres questions, pas pour le moment. Très bien. On va passer la main à Olivier. Sondage? Non? Pardon? Il n'y avait pas d'autres questions sondage, je passe la main à Olivier, c'est ça qui va nous faire un rappel sur les techniques d'optimisation. Alors, Olivier qui a eu un grand succès avec les webinars, à la fois sur Operette et sur la méthode de la dérive, donc on peut les retrouver sur notre chaîne YouTube, mais là il va nous faire un petit rappel. Vas-y Olivier. Effectivement, vous pouvez retrouver les présentations des différentes méthodes. Alors, à la fois la méthode Operette, que vous trouverez, c'est notre webinar 2, et méthode de la dérive, qui est notre webinar 4. Vous pouvez trouver tout ça sur notre chaîne YouTube Deltamu. Alors, au cours de notre programme de formation, hein, on reviendra sur ces méthodes et on vous expliquera comment vous pouvez appliquer cette méthode. Alors, ces méthodes. Alors, la première méthode qu'on vous présentera, c'est une méthode de la FDX 07014. Hein, FDX 07014, c'est le guide c'est un fascicule de documentation qui vous propose des méthodes pour optimiser vos périodicités d'étalonnage. Juste la méthode Operette. Olivier, rapidement, en lisant le document du COFRAC, donc il est tout récent, il est de la semaine dernière, donc il cite le FDX 07014, il cite aussi une norme américaine dont on a parlé sur notre blog et qu'on a aussi évaluée. Et là, il précise que notamment la méthode Operette, hein, donc le COFRAC met en avant cette méthode Operette, hein, sachant qu'il couvre à la fois les laboratoires d'essai et d'étalonnage dans tous les domaines de mesure, donc enfin quelque part, il adoube la méthode Operette pour aller vers une optimisation de périodicité. Je te relaisse la parole. Alors la méthode Operette, hein, c'est vraiment une méthode de bon sens. Dans cette méthode, en fait, on va essayer de hiérarchiser les instruments de celui qui a le plus d'importance métrologique à celui qui a le moins d'importance. Celui qui aura le plus d'importance, on va lui mettre une périodicité faible, et celui qui en a le moins, lui, on va lui mettre une périodicité très grande. Alors comment on va faire pour évaluer nos instruments? On va choisir des critères, on va choisir plusieurs critères de notation de nos instruments. Par exemple, hein, vous allez pouvoir prendre la fréquence d'utilisation d'un instrument, la robustesse d'un instrument, la criticité de cet instrument. Ensuite, pour ces différents critères choisis, hein, on va faire une base de notation. On va choisir pour chaque critère des notes qui vont nous faire diminuer la périodicité et des notes qui vont nous faire augmenter nos périodicités. Ces critères, ils vont pas tous avoir la même importance. On a des critères qui vont être plus importants que d'autres. Par exemple, hein, c'est l'exemple qu'on aime bien prendre. On aime bien prendre le coût d'étalonnage d'un instrument.
pour faire plaisir, on va dire, au service achat. Donc celui-là, on va lui mettre une criticité, une pondération, pardon, très faible. À côté de ça, on a des critères qui vont avoir une pondération beaucoup plus forte. Par exemple, la criticité d'un instrument, celui-là, on va vouloir qu'il ait une pondération beaucoup plus forte. On va noter tous les instruments de notre périmètre. Alors dans un périmètre, on peut mettre le nombre d'instruments qu'on veut, des instruments de tout type vraiment. Vous pouvez mélanger vraiment des instruments très très différents. Vous pouvez rassembler tout type d'instruments, à la fois des instruments qui font des mesures de température, de débit, de dimensionnel, des mesures de pression, voilà, des mesures électriques. Vous pouvez les mettre dans une même étude et vous allez tous ces instruments, vous allez les noter tous sur l'ensemble des critères qui ont été choisis pour notre étude opérette. Une fois qu'on a fait nos notations, on va faire des petits calculs, notamment des calculs mathématiques, et on va beaucoup utiliser un outil qui est l'écart normalisé. Et on va avoir pour chaque instrument une note globale. Ces notes globales vont être distribuées. Ici, on les a distribuées selon une gaussienne. Et grâce à l'écart normalisé et l'échelonnage. J'ai disparu, c'est ça? Oui, Olivier. Ouais, tu disparais par intermittence. Ah, pardon, je suis désolé, je ne sais pas si vous me entendez à nouveau. Voilà. Bon, revenu. C'est bon, donc voilà, on va avoir une note globale par instrument et cette note globale va être distribuée, par exemple, selon une loi gaussienne. Et on va essayer de transformer notre distribution des périodicités, des notations, des notes globales en distribution des périodicités d'étalonnage. Alors, la périodicité que vous obtiendrez, elle va dépendre intuitivement de paramètres qualitatifs. Et ces paramètres, ils vont nous aider à déterminer la périodicité d'étalonnage pour chaque instrument. Là, ici, pour la méthode opérette, vous allez faire une vraie analyse de risque et ça va vous permettre de hiérarchiser les instruments de mesure. Voilà. Donc voilà pour la méthode opérette. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que du coup, vous avez le webinaire déjà existant, le webinaire 2 que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et on reviendra aussi sur cette méthode opérette plus amplement au cours du programme de formation que vous présentera après Johan. Donc maintenant, J'ai deux questions, Olivier. J'ai deux questions sur la méthode opérette qui sont apparues. Une première question sur le choix des critères. Comment on fait pour choisir les critères puisque le critère est choisi vraiment par l'entreprise et donc les critères sont vraiment uniques pour les entreprises ou comment ça se passe pour le choix des critères? Alors effectivement, les critères ils sont uniques pour les entreprises et la base de notation va vraiment être unique pour chaque entreprise, mais par contre, bien évidemment, il y a des critères qui vont être les mêmes d'une entreprise à l'autre. Par exemple, le taux d'utilisation, vous pouvez le prendre dans toutes les entreprises. La criticité d'un instrument, vous pouvez aussi le prendre dans toutes les entreprises. Donc, au cours du programme de formation, nous, on reviendra sur les critères qui sont proposés dans la FDX 07014 et on vous fera des conseils en vous disant, celui-là, c'est difficile de ne pas l'utiliser. Celui-là, vous pouvez l'utiliser ou pas en fonction du type d'instrument que vous avez, mais on pourra vous aider, vous orienter sur les critères que vous pouvez choisir. Voilà. Là, peut-être Olivier, une précision pour nos interlocuteurs, c'est qu'on a aussi, dans le cadre de ce programme de formation, on prévoit des séminaires hebdomadaires de façon à ce que les gens qui participent au programme, donc évidemment Deltamu sera présent avec les formateurs, mais aussi les gens qui vont être confrontés à ces méthodes pour les mettre en œuvre dans leur propre parc, puissent échanger entre eux. Et ça, c'est très, très important puisque du coup, il y a sûrement des idées qu'on n'a pas eues encore et qui vont émerger grâce à ce programme et à cette collaboration. On veut vraiment que ce soit du collaboratif pour que chacun se sente plus fort et s'approprie vraiment les méthodes. Donc, il y aura aussi des lieux d'échange. Et il n'est jamais trop tard pour ajouter un critère dans une étude opérette quand on estime qu'on l'avait oublié à tort et qu'il était important pour nous. Donc, il y a des choses qui sont très générales qu'on retrouve tout le temps. Il y a des choses qui sont très singulières, qui sont propres à chaque entreprise. Et là, on aidera chacun à trouver les meilleurs critères et les meilleures pondérations possibles pour avoir une analyse opérette qui soit la plus pertinente. Alors, et l'autre question.
L'autre question que j'ai, la deuxième question qui a surgi, c'est au niveau de la notation globale. Tu as parlé de noter tous les instruments. Et j'ai une question, même si j'ai plus de 3000 instruments, est-ce que ça marche? Et j'en ai pour combien de temps de mettre en place la méthode Operette? Alors, si vous avez plus de 3000 instruments, effectivement, vous pouvez mettre la méthode Operette en place. Et après, on vous propose différentes méthodes. Soit vous faites une étude, on va dire une étude globale dans laquelle vous allez regrouper vos 3000 instruments. Là, du coup, ça peut être un peu long à faire. Soit vous faites une étude de référence où vous allez noter un échantillon représentatif de votre parc. Ça peut être fait très rapidement, en 2-3 jours. Et ensuite, au fil du temps, petit à petit, par exemple, lorsque les instruments ils sont appelés en étalonnage, vous pouvez noter tous les autres instruments au cours d'études applicatives. Alors, vous allez vous servir d'études de référence, de l'étude de référence qui vous permettra de noter tous les autres instruments et de déterminer leur périodicité d'étalonnage. Voilà pour les méthodes. Donc même 3000 instruments, ça peut aller finalement très vite pour obtenir leur périodicité d'étalonnage. Oui, alors je reprécise là-dessus, parce j'avais eu le cas chez un très très gros donneur d'ordre qui n'en avait pas 3000 mais 15 000. Et je me rappelle la réflexion qu'ils m'avaient faite. Déjà, je pense pas qu'ils aient mis en place la méthode, c'est dommage. Peut-être qu'ils y viendront maintenant. Mais il m'avait dit, mais tu te rends compte, moi j'ai 15 000 instruments de mesure. Alors il m'a dit, tu te rends compte le temps que ça va prendre à les noter. Moi j'avais répondu sur le ton de l'ironie, ouais, mais tu te rends compte le temps que ça va te prendre à les étalonner. Donc je suis pas sûr que les étalonner, ça prenne moins de temps que les noter. Donc pour repréciser ce qu'a dit Olivier, la bonne méthode, c'est ça. On fait une méthode de référence, enfin une analyse de référence. Donc on va prendre dans les 3000 instruments, soit au hasard, soit dans les retards. Enfin bon, là, on vous aidera dans le choix, dans les choix pertinents. On va donc noter un échantillon de cette population, donc 300, 400 instruments, c'est déjà beaucoup. Donc du coup, on aura ces 400 instruments-là, d'où l'intérêt de s'occuper de ceux qui sont plutôt en retard, mais à vérifier qu'ils seraient représentatifs. Il y a plein de conditions à respecter, on en parlera au cas par cas. Donc ceux-là, ils seraient peut-être plus en retard parce qu'avec la méthode Operette, on leur trouverait leur vraie périodicité, ou en tout cas une périodicité optimisée qui nous amènerait plus loin que la date à laquelle il fallait les faire, et donc on s'est débarrassé de ces retards qui n'en sont pas. Et puis après, au fil de l'eau, on continue à sortir notre planning, comme pour les instruments qui n'ont pas été optimisés. Et là, au lieu d'aller les chercher dans l'atelier, la première chose qu'on fait, c'est qu'on les note. Donc on fait une étude additionnelle, on rentre en fait ces nouveaux instruments, le planning, dans le périmètre de la notation de référence initiale. Et donc du coup, au lieu d'aller tous les étalonner, on les note. Sur ceux qu'on a notés, il y en a quelques-uns à étalonner, puis d'autres dont la périodicité est allongée. Et là, il y a plusieurs stratégies, mais pour ceux qui veulent des étiquettes, par exemple, l'idée, c'est d'aller simplement mettre les étiquettes plutôt que d'aller chercher les instruments de mesure. Et ça permet notamment de voir qu'ils sont toujours là, qu'ils sont effectivement pas cassés, parce qu'aucune méthode d'optimisation ne va pouvoir prédire un accident. On sait juste parler de choses en matière de criticité, mais si l'appareil est endommagé, qu'il est au fond d'un tiroir et qu'on ne l'utilise plus, ça permet aussi d'en faire l'inventaire et d'en faire les réparations si nécessaire. Voilà. Donc, il n'y a absolument aucun problème à gérer des parcs. Et quand c'est 3000, ça pourrait être 20 000, la réponse serait la même. Il suffit d'en avoir suffisamment au départ dans la notation pour ensuite, au fil de l'eau, pouvoir noter les instruments qui viennent avec leur périodicité calendaire et les basculer dans une périodicité optimisée. Voilà. Alors ça, c'était la méthode Operette, et cette méthode Operette, comme je vous le disais, elle est applicable vraiment pour tout type d'instrument. Vous pouvez l'appliquer vraiment pour tout type d'instrument et mélanger tout type d'instrument. Au cours de notre programme de formation, on reviendra aussi sur une deuxième méthode qui est la méthode de la dérive. Alors cette deuxième méthode, la méthode de la dérive, elle va être applicable uniquement pour les instruments qui s'usent. Alors nous, notamment, on l'utilise principalement pour tout ce qui est dimensionnel calibre. Alors par exemple les tampons, les bagues, les piges d'étalons, les cales étalons, voilà. C'est sur ce genre d'instruments qu'on va utiliser cette méthode. Alors pour les gens qui n'ont pas d'instruments qui s'usent, comme je viens de vous citer, notre programme de formation prévoira à la place de cette formation sur la méthode de la dérive une autre présentation dont vous parlera tout à l'heure Johan. Donc, la méthode de la dérive, elle va être applicable vraiment à tous les moyens qui s'usent. Par exemple, ici, on a pris le cas d'un tampon lisse.
on va essayer d'anticiper la date de limite d'usure à partir du comportement passé. Alors vous voyez ce tampon lisse que vous avez qui est représenté à droite, il a été étalonné 3 fois. Il a été étalonné 3 fois. On a trois étalonnages. Grâce à ces 3 étalonnages, je peux déterminer une dérive de cet instrument. Malheureusement, je ne peux pas dire si mon instrument il va continuer de s'user de la même façon au fil du temps et si dans le futur, son utilisation elle va augmenter ou pas, si par exemple sur les derniers micromètres d'usure qui lui restent avant d'atteindre sa limite d'usure, notre instrument il va s'user plus. Donc, je ne vais pas pouvoir continuer à tracer ma droite d'usure jusqu'à la limite d'usure pour déterminer ma périodicité d'étalonnage. Nous, ce qu'on va faire, on va plutôt travailler sur un groupe d'instruments similaires. Exemple, dans notre étude, on va regrouper l'ensemble de nos tampons lisses, par exemple. On va regrouper l'ensemble de nos tampons lisses et on va essayer de déterminer, on va modéliser la pente individuelle de chaque instrument qui est dans cette étude, dans cette famille, et on va essayer de déterminer l'usure maxi. Alors l'usure maxi, bien évidemment, on ne va pas la déterminer par rapport à ce que j'observe. On va faire une étude statistique. Alors on reviendra là-dessus au cours du programme de formation, hein, comment déterminer ce alpha max. Vous pouvez aussi retrouver comment on détermine le alpha max dans le webinaire, dans le webinaire 4 que j'avais fait, que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube. Et grâce à ce alpha max, en fait, vous allez pouvoir déterminer pour chaque instrument notre périodicité d'étalonnage. Alors notre périodicité d'étalonnage, hein, elle va être déterminée par rapport à la limite d'usure, par rapport à la valeur de notre instrument lors de son dernier étalonnage et ce alpha max. Alors pourquoi on va comment ça fonctionne, hein, on va tout simplement essayer de chercher dans combien de temps au plus tôt notre instrument il risque d'atteindre la limite d'usure. Voilà, tout simplement le mode de fonctionnement de cette méthode de la dérive. Alors voilà, je répète, cette méthode de la dérive, elle est vraiment applicable pour tous les moyens qui s'usent. Et pour les gens qui n'ont pas de moyens qui s'usent, on aura un programme de remplacement pour ne pas suivre cette formation-là. Voilà. Donc voilà pour cette deuxième méthode d'optimisation des périodicités d'étalonnage. Donc optimiser les périodicités d'étalonnage, c'est bien. Nous, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Michel, ce qui est mieux, c'est de s'assurer au fil du temps, au fil du jour, que nos instruments, ils n'ont pas de soucis, ils sont toujours bien conformes. Je te coupe, Olivier. Oui. J'ai des questions par rapport aux méthodes. Alors, oui. Une question qui est survenue sur la méthode Opérette, mais qui s'adapte aussi à la méthode de la dérive. Serait-il facile de traiter les données sur une feuille Excel pour réaliser la méthode Opérette? Mais même question, j'imagine, pour la méthode de la dérive. Alors, effectivement, il est possible de traiter les données avec un fichier Excel. Hein. D'ailleurs, nous, au cours du programme de formation, on vous présentera comment on peut le faire aussi par Excel. On vous donnera un petit exercice à faire de votre côté, voilà, avec Excel. Après, c'est surtout sur l'enregistrement des données, sur comment faire vivre les données au fil du temps. Là, il faut être très sérieux et mettre en place certaines choses afin que voilà que vous modifiez pas votre étude tous les jours. Mais il est possible de le faire aussi avec Excel. Même si, bien évidemment, ce sera plus simple et il y aura moins de risques d'erreur avec un logiciel spécialisé comme les Optimu. Voilà, je ne sais pas si tu avais d'autres questions, Christophe. Oui. Pour la méthode de la dérive, il faut au moins 3 étalonnages? Alors, plus vous avez d'étalonnage, mieux c'est. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous avez peu d'étalonnage, vous risquez d'avoir un impact fort de l'incertitude d'étalonnage du laboratoire qui a réalisé les étalonnages. Mais il est possible de mettre en place la méthode de la dérive même à partir de 2 étalonnages.
Le seul risque, c'est quoi? C'est à cause de l'incertitude d'étalonnage du laboratoire, vous risquez d'augmenter le facteur d'usure global, le alpha max, on va dire la pente maxi que vous allez déterminer. Du coup, les périodicités que vous allez trouver, elles vont être plus petites que celles que vous pourriez réellement trouver en prenant si vous n'aviez pas cet impact de l'incertitude d'étalonnage. Donc, il n'y a pas de risque à utiliser la méthode de l'arrêt dérive même à partir de 2 étalonnages, mais les résultats seront encore meilleurs si vous avez 3 ou 4 étalonnages. Voilà. Oui, pour compléter ce que dit Olivier, c'est pas vous risquez d'avoir un facteur d'usure plus grand que la réalité, c'est à coup sûr, vous aurez un facteur d'usure plus grand que la réalité, puisque dans l'étude statistique va se mélanger fortement, comme tu l'as très bien dit Olivier, l'incertitude d'étalonnage. Donc du coup, dans la dispersion de ce qu'on va observer beaucoup, on va observer une partie de la dispersion à cause des incertitudes d'étalonnage. Et que cette incertitude d'étalonnage va s'amortir au fur et à mesure qu'on a des points d'étalonnage par calibre. Autrement dit, même si, par exemple, on n'avait pas récupéré les anciennes valeurs d'étalonnage et que du coup, on n'a pas envie de revenir sur 10 ans d'historique, on pourrait parfaitement se dire, on n'a qu'à prendre les 2 dernières années pour un échantillon suffisamment grand de tampons lisses, tu prenais l'exemple des tampons lisses, et on reprend que les 2 derniers résultats d'étalonnage, on regarde le facteur d'usure max qu'on obtient, et à partir de ce facteur d'usure max, on se pose la question de savoir si ça vaut le coup d'aller récupérer des années antérieures pour améliorer la connaissance, améliorer le FU max, enfin le alpha max, et donc augmenter les périodicités, ou si on arrive à des périodicités qui sont déjà très satisfaisantes compte tenu du contexte, et que du coup, on peut attendre les prochains étalonnages pour mettre à jour le alpha max au fur et à mesure des étalonnages qu'on fera dans l'avenir. Donc là encore, c'est une histoire de stratégie, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que moins on a de points d'étalonnage par calibre, plus nos périodicités seront petites par rapport à ce qu'on pourrait obtenir si on en avait plus. Voilà. Donc il n'y a pas de risque d'un point de vue qualité, il y a un risque d'un point de vue économique, parce que du coup, on va quand même faire trop d'étalonnage. Et ce risque économique, si on a les données quelque part sur des feuilles qu'on n'avait pas récupérées, on peut aller récupérer des données. C'est un peu lassant. On sait le faire chez Deltamu, on a récupéré beaucoup de parcs à la main comme ça. Mais le résultat final, c'est qu'on fait des économies. Une dernière question, et je vous laisse continuer après. Dernière question technique. Est-ce qu'il n'y a pas de risque à regrouper des ensembles d'équipements qui, même s'ils ont la même fonction, ne sont pas utilisés de la même manière? Alors, j'ai pas trop. Dans une méthode opérette, c'est le but, donc il n'y a pas de risque du tout, puisque du coup, c'est justement ces différences d'utilisation et de contexte qu'il va falloir considérer dans les critères. Donc là, il n'y a pas de problème. Ensuite, sur les études de la dérive, la question est très pertinente, comme les assureurs se sont posés les mêmes questions il y a quelques temps, ils peuvent plus le faire maintenant, mais entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'en gros, plus je mélange de comportements possiblement différents à cause du contexte, et plus j'aurai un alpha max grand, donc plus j'aurai des périodicités petites. En revanche, si je suis capable d'analyser les contextes, prenons un exemple simple, j'ai mes calibres qui sont utilisés en production et j'ai ceux qui sont utilisés en contrôle qualité, produit, soit contrôle réception, soit conformité de l'autre production, bon, peu importe. Il est probable que quand je fais de la réception de pièces de sous-traitants, mes calibres s'usent moins que quand je suis en train de fabriquer des pièces. Donc là, on peut faire si on les mélange, ces 2 périmètres, on aura un alpha max qui couvrira les 2 utilisations, mais qui sera coûteux en termes de périodicité, parce qu'on aura des périodicités plus courtes que ce qu'on pourrait avoir. En revanche, si je peux isoler ceux qui sont au contrôle qualité et isoler ceux qui sont en production, je vais faire 2 études, un pour le contrôle qualité, un pour la production, j'aurai 2 alpha max. Et évidemment, si j'ai un changement d'affectation, un calibre qui passe de la qualité à la production ou de la production à la qualité, on pourrait s'interroger de savoir quelle est la bonne stratégie de ce point de vue-là, mais c'est hors débat aujourd'hui. Du coup, il va changer de alpha max, et donc du coup, il faudra simplement, comme il change de contexte, réévaluer sa périodicité avec les conditions de son nouveau contexte. C'est très très important ça, puisque c'est vraiment ça la gestion d'impact d'instrument de mesure, c'est de savoir à quoi ça sert, savoir quel est le contexte d'utilisation, savoir quand est-ce que ça bouge, parce que le faire à l'aveugle en respectant des plannings, on perd beaucoup d'informations et beaucoup de richesses que l'entreprise pourrait exploiter dans ses décisions du quotidien. Alors voilà, du coup pour aller au-delà des méthodes d'optimisation des périodicités d'étalonnage, nous ce qu'on veut c'est de s'assurer au quotidien que nos instruments ils dérivent pas, qu'ils soient toujours aptes aux mesures qu'on leur demande. Donc
En plus des méthodes d'optimisation, au cours du programme de formation que Johan vous proposera, on va vous parler des méthodes de surveillance qui existent. Alors, parmi les méthodes de surveillance, on va reprendre les 5 méthodes de surveillance qui sont proposées par le guide du CFM, de surveillance des processus de mesure. Alors, vous avez le nom de ces différentes surveillances, hein. Par exemple, le suivi d'un objet connu. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est par exemple le caillou sur la balance. On va mettre un caillou sur une balance tous les jours et on va vérifier si notre balance elle donne bien toujours la même valeur pour ce caillou. Ensuite, on a la redondance des mesures. Est-ce que si j'ai deux mêmes instruments qui mesurent la même chose, vérifier qu'ils mesurent bien tout le temps de la même façon et que l'écart entre les deux est bien toujours le même au fil du temps. Ensuite, on a le processus de mesure dédié, la corrélation au caractère intrinsèque des caractéristiques objets, et enfin l'utilisation d'objets conformes, non conformes. Alors, on reviendra sur ces 5 méthodes de surveillance au cours du programme de formation. Et dernière méthode de surveillance, autre méthode de surveillance dont on vous parlera, c'est Jean-Michel vous en a parlé, c'est une méthode qui est sortie dans un guide l'année dernière, un fascicule de documentation, pardon, le FDX 07041, sur les comparaisons inter-instruments. Alors, c'est quoi tout simplement, on va comparer nos instruments sur des instruments qui font des mesures identiques sur un même objet. On va demander à chaque instrument de mesurer le même objet et on va regarder si ces instruments ils mesurent la même chose sur cet objet. S'il y en a un qui mesure différemment que les autres, c'est preuve que cet instrument il a un souci et c'est peut-être celui-là qu'il va falloir envoyer en étalonnage, et alors que les autres, on peut imaginer qu'il n'y a pas de souci sur cela. Donc voilà pour ces méthodes de surveillance dont on vous parlera au cours du programme de formation. Donc maintenant, je vais laisser la main à Johan pour qu'il vous présente ce fameux programme de formation. En attendant qu'il prenne la main, je vais juste laisser à Christophe le temps de passer de vous passer deux petits sondages pendant ce temps. Voilà. Voilà, il y a 2 sondages. Je vous envoie les 2 sondages. Si vous avez télétravaillé, comment avez-vous vécu cette nouvelle modalité de travail? Alors par exemple, là, je prends juste la main pendant que les gens répondent, mais les C2I peuvent être considérés comme du 100% télétravail, tout simplement parce que la C2I peut être conduite par exemple par un opérateur, c'est important, puisque c'est eux qui font les mesures au quotidien, sur une entité de son quotidien, donc ça peut être une modalité de mise en œuvre de la C2I, et du coup le métrologue, dans ce cas-là, il est plutôt sur la partie analyse des résultats obtenus par l'opérateur, et l'analyse, ça se fait sur un PC, et un PC, ça se situe à peu près où on veut sur la planète maintenant. Donc la solution logicielle qu'on propose dans notre programme d'accompagnement, c'est notre solution cloud, c'est-à-dire qu'on peut se connecter à la base de données Optimus depuis n'importe quel point du globe, et donc on peut tout à fait réserver des périodes de télétravail pour ces analyses de résultats qui vont induire des actions. Ici, on est typiquement dans l'idée des périodicités calendaires. En gros, je fais une C2I et je n'envoie à l'étalonnage que les instruments qui ont été détectés douteux au moment de la C2I. Alors, je ferme le sondage. Je reprends juste la main par 2 secondes. Par rapport au C2I, j'ai oublié de vous préciser. C'est jeudi prochain, jeudi 4 juin, on fera un webinaire aussi sur les C2I et vous recevrez bientôt les propositions d'inscription à ce webinaire gratuit, voilà, sur les présentations de ces C2I. Voilà les résultats du premier sondage. 50% des gens ont répondu et voilà les réponses. Ouais, donc là, d'un point de vue plus général, c'est vrai que pour en parler avec beaucoup de monde autour de moi, cette époque de télétravail va sûrement profondément modifier l'organisation du travail. Il y a évidemment des gens qui sont obligés d'être sur leur lieu de travail et là, on voit bien les problèmes que ça pose aujourd'hui. En revanche, chacun a bien compris que finalement, on pouvait aussi faire des choses chez soi, qu'on était plus productif, qu'on avait plus de recul, dans bien des cas, encore faut-il
avoir un espace pour pouvoir télétravailler comme il faut. Mais il y a fort à parier que les entreprises vont modifier leur comportement par rapport au télétravail, qui va être de plus en plus préconisé. Voilà. Enfin, jamais à 100% du temps, évidemment, puisqu'on a besoin de relations humaines. Là, tout le monde souffre de ne pas avoir été au bureau. On l'a mesuré chez Deltamu. Mais d'avoir une journée par semaine, par exemple, à la maison, ben, c'est pas forcément une mauvaise idée. Et la méthodologie telle qu'on l'envisage, permet parfaitement de le faire. Ah ben là, Christophe, avec tes questions sondage, là, tu as remis le couteau dans la plaie, en fait. Hein, je rappelle à tout le monde que ça va être un peu compliqué. Voilà, deuxième sondage hein, pour rebondir sur ta remarque, Jean-Michel. C'est ça. Donc là, c'est la vraie question qui se pose. Et franchement, c'était pas téléphoner avec le COFRAC, on se connaît pas. Mais vraiment, ce document qui est sorti la semaine dernière, je trouve que c'est vraiment très très favorable pour les métrologues industriels, car le COFRAC ouvre la porte clairement pour les laboratoires qui l'accréditent à ces techniques d'optimisation. Et quelqu'un me rappelait sur LinkedIn ce matin que le COFRAC était aussi l'organisme qui accréditait les organismes certificateurs. Donc on peut imaginer quand même aujourd'hui aisément qu'un auditeur qui appartient à un organisme qui est lui-même accrédité par le COFRAC, qui viendrait dire « Ah non, 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 moi je ne veux pas reconnaître ces méthodes », ça serait quand même assez facile de lui expliquer que le COFRAC lui-même les reconnaissant et les recommandant, il est un petit peu, il serait un petit peu mis en difficulté pour justifier sa position. Voilà. Le sondage est stabilisé, je le ferme et je le partage. Voilà. Ouais, donc on voit bien dans les réponses, qu'il y a des vraies questions qui se posent. Et là maintenant, Johan va pouvoir parler du programme, mais juste avant de lui laisser la parole, moi je tiens à insister sur le fait que notre programme, c'est pas simplement un programme de formation ou un programme dans lequel on veut vendre c'est vraiment un programme de formation, coaching et accompagnement. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner les métrologues qui vont décider de rentrer dans cette voie-là de la remise en cause de leur pratique plutôt que de tenter de courir après les retards parce que comme ça, on en accumulera d'autres. C'est vraiment de les aider à aboutir, d'où notre objectif qu'au 31 juillet, en gros, ça correspond un peu avec la période des vacances. Là, la période est encore assez floue. Il y a sûrement dans les entreprises encore beaucoup de chômage partiel, qui d'ailleurs ouvre des droits sur la formation à distance, celle qu'on la propose. Et donc, on imagine bien que avoir des choses à faire jusqu'au 31 juillet, en gros, à la veille du départ en vacances pour repartir du bon pied en septembre, avec un parc tout nettoyé, des périodicités optimisées et des stratégies de surveillance identifiées, c'est quelque chose qui peut intéresser des gens et prendre un petit peu les devants sur les réductions budgétaires qui finiront forcément par arriver. Voilà, on va laisser la main à Johan pour nous parler du programme en détail. Oui. Alors, du coup, je lance le... Je ne sais pas si ce que vous voyez à l'écran, moi, ça ne s'affiche pas. Là, tu es revenu à la premier slide de la présentation. Et pourtant, je suis en lecture, moi, sur mon écran. Voilà, là, tu es sur la bonne. Il faut que tu mettes en plein écran. Là, tu es en mode création. Et ben, pourtant, je suis en mode de lecture. C'est que ça affiche pas le bon écran. J'ai essayé de changer ça. Bon, c'est pas très grave, Johan. C'est pareil. Ouais, non, je peux. Ah si, là, c'est plein écran. Non, c'est moi qui suis plein écran. Ou alors, je te mets moi. Ah, ben oui, mais c'est plus mon écran. Sinon, je peux te repasser présentateur. Non, mais laisse comme ça, c'est pas grave, on arrive à lire. Bah, réduis la zone de commentaires et de slides sur le côté et on aura quand même quelque chose devant. Tac. C'est effectivement ce que je vais faire. Voilà. Donc, ce fameux programme dont on vous a parlé un petit peu, là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc déjà, ce sur quoi on va s'engager, nous, de notre côté, c'est que fin juillet, le parc soit optimisé. C'est le premier point fort.
Et comment on va arriver à ça? Donc déjà, on va proposer une formation qui va être outillée, dans le sens où on aura le support Optimu pour vous accompagner sur cette formation, et personnalisée, parce que on va pouvoir, en amont de la formation, faire un point individuel avec les participants pour détailler les composantes de leur parc, voir un petit peu l'historique qu'on peut avoir et définir le programme plus personnalisé avec eux à ce moment-là. Comme le disait aussi Jean-Michel un peu plus tôt, c'est un programme qui est collaboratif, dans le sens où effectivement on prévoira des sessions vraiment d'échange et de dialogue entre les différents participants et Deltamu pour avancer ensemble, proposer des idées, et ce sera un petit peu des sessions de brainstorming. L'idée, c'est vraiment pas de... Enfin, ça va vraiment être de proposer de nouvelles choses. C'est l'occasion, comme on le dit, de repartir du bon pied. Et c'est en plus une formation qui sera 100% compatible en télétravail et éligible au financement par le dispositif FNE. 100% compatible télétravail, tout simplement parce qu'on organisera des sessions à distance, en web session, des visioconférences comme on fait tout simplement aujourd'hui. Et pour simplement valider la participation à cette formation, il faudra répondre à un certain nombre de prérequis. Donc il faudra tout simplement disposer d'un accès à Optimu, puisque, comme je vous le disais, c'est une formation qui sera outillée avec le support Optimu, donc il faut que vous ayez un accès à Optimu. On pourra en parler dans un second temps, mais on mettra en place effectivement des conditions préférentielles pour justement les personnes qui n'auraient pas Optimu actuellement. Parce qu'on va demander également en prérequis, il faut qu'il y ait un minimum d'historique sur le parc. Et il faut également un minimum d'instruments. Donc, on considère que en dessous d'une 50aine d'instruments, la formation n'est pas pertinente. Voilà, donc déjà dans un premier temps sur le pourquoi et pour qui cette formation. Et pour aller un petit peu plus loin, je vais vous présenter le programme qu'on a imaginé et comment il va se dérouler en fait. Alors. Donc, tout simplement pour vous présenter un petit peu le programme, on va se pencher sur le site internet. J'espère que vous voyez. Pas encore. Vous êtes toujours sur le diaporama? Alors, je vais fermer le... Hop. Voilà, il arrive. Ça doit être mieux. Voilà. Donc, le programme, vous pouvez tout simplement le retrouver sur notre site internet, hein, si vous ne voyez pas bien mon écran. Il est disponible sur le site deltamu.com. Donc, c'est un programme qui se fera en 24 heures. Alors, ce sera des sessions courtes en fait qui vont s'étaler à partir de la semaine 25. On lance le programme de formation semaine 25 et après on aura des sessions régulières jusque juillet. Donc la semaine 25, comme je le disais, donc c'est le lancement de la formation. On attaquera par une session de e-learning sur Optimu. Parce que on sait pertinemment qu'il y a des participants qui n'auront pas Optimu, donc il faudra qu'ils apprennent à se servir de l'outil. Donc on a une première session qui se fera en 6 ou 7 heures environ. Donc c'est un accès en e-learning. Vous aurez environ la semaine 25 pour dérouler l'exercice. On préconise cette semaine-là tout simplement parce que la première classe virtuelle attaquera le 18 juin. Donc pendant la semaine 25, le jeudi. Et donc là, on aura une première session le matin de 2 heures où on introduira l'optimisation dans sa globalité. On ne fera pas un focus sur une méthode particulière, mais vraiment l'optimisation de manière générale. Deuxième classe virtuelle qui aura lieu le 23 juin.
Donc une session le matin, une session l'après-midi. Et à partir du 25 juin, là, on entrera plus dans le détail des méthodes d'optimisation. Donc on commencera avec la méthode opérette. On aura une session plus théorique suivie d'une mise en application sur Optimu. J'ai une question qui revient là, sur la mise en place des méthodes et Optimu. Comment intégrer les données au logiciel? Alors, ça devient mon historique actuel. Alors, au niveau de l'historique, ce qu'on va pouvoir proposer, effectivement, c'est de la récupération de données. Donc, en fait, il faudra nous fournir une extraction de données de la base actuelle, peu importe ce qui va être utilisé, que ce soit un logiciel concurrent ou une base de données Excel ou autre, il faudra nous fournir en fait l'extraction sous un format Excel. On fera le point justement avec les participants en amont pour se caler sur les données qui nous sont nécessaires et sous quel format. Et l'idéal effectivement, c'est de nous fournir une extraction Excel que nous on pourra derrière implanter dans Optimu. D'autres questions? J'ai une question qui vient de tomber. Si je ne peux pas prendre part à l'ensemble des sessions, comment ça se passe-t-il? C'est une très bonne question. Voilà, effectivement, c'est une situation. Mais les webinaires peuvent être, sont enregistrés, donc il y aurait dans ce cas-là la possibilité de resuivre le cours à travers la session enregistrée. Alors évidemment, c'est moins dynamique puisqu'on ne peut pas poser de questions quand on regarde une vidéo, mais on rentre dans une démarche d'accompagnement des participants. Et donc, si un participant ne pouvait pas participer à l'une ou l'autre des sessions, il y aurait donc ce suivi enregistré, et puis de fait, un accompagnement, des réponses à ces questions, une assistance téléphonique. L'objectif, c'est d'amener tout le monde à la fin de l'exercice. Donc, le but, c'est pas de laisser des gens sur le bord du chemin s'il y avait des problèmes de logistique. Et il y a une question sur faudra-t-il installer Optimu sur mon PC et les problèmes avec le service informatique qui peuvent s'en suivre? Alors, dans le cadre de cette formation, on mettra la version d'Optimu qu'on proposera sera la version en ligne en fait. Donc on mettra en place les fameuses conditions préférentielles là sur l'abonnement pour Optimu en version SaaS. Donc pas de problème d'installation sur la machine. Voilà, c'est les données sont hébergées sur un serveur, alors soit dans l'entreprise, soit un serveur chez Deltamu, et les données sont accessibles depuis un explorateur. Bon, pour le moment, continue. Pas de nouvelles questions pour le moment. Ok. Du coup, donc voilà, la formation opérette, comme je le disais dans un premier temps. Et puis, comme on l'a souligné un petit peu plus tôt, à un moment donné, on abordera la méthode de la dérive. Et c'est une méthode qui ne s'applique pas forcément à tous les parcs. Donc là, on scindera le groupe en deux, avec une partie qui continuera donc sur la formation méthode de la dérive et l'optimisation avec cette méthode-là. Et l'autre groupe qui ne sera donc pas concerné par cette méthode-là, qui sera pris en charge par toi, Christophe, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, je pense, oui. Qui sera donc sur une formation dérive des instruments mesureurs et formation modélisation avec MCare. Oui, tout à fait. Donc ça, ce sera à partir du 30 juin, où là, effectivement, on scindera sur cette journée le groupe en deux. Puis on reviendra à partir de début juillet à des classes avec les groupes à nouveau rassemblés. Et on abordera les surveillances cette fois-ci
pour faire le 3 juillet une de ces fameuses sessions de brainstorming, d'échange, où vraiment l'idée ce sera le dialogue et de pouvoir confronter les idées. Et jusqu'au 31 juillet, ce sera la mise en application de ces connaissances en situation de travail, et on proposera à ceux qui le souhaitent un accompagnement plus personnalisé pour les suivre, voilà, sur la mise en place des méthodes et cette optimisation de périodicité. Alors, j'ai des questions qui sont arrivées, des questions générales et des questions techniques. Une question technique, je suis actuellement en Optimus 5.02. Cette version est-elle compatible avec cette formation? Je pense que c'est pour Olivier ou… Alors vas-y Olivier, excuse-moi. Ouais, effectivement, si vous avez votre contrat de service à jour, il est mieux de faire évoluer votre version d'Optimus vers les dernières versions à jour. Depuis la version 6 d'Optimus, on a mis en place un module optimisation qui existe, et dans ce module, vous retrouverez l'étude de la dérive et l'étude opérette. Et actuellement, enfin sur la version que vous avez, l'étude de la dérive n'existe pas. Et sur la version 5 que vous avez, l'étude opérette a été modifiée par rapport à ce qu'elle est maintenant en fait. Ce qu'elle est maintenant, on a fait quelque chose qui est bien plus propre, on va dire, qui est bien plus simple d'utilisation. Donc il vaudrait mieux faire évoluer votre version pour pouvoir faire mettre en place, enfin pour pouvoir suivre la formation. Ok. Une autre question, alors plus générale, là j'ai quelques questions générales. Comment décider mes patrons? Est-ce que vous pouvez nous aider? C'est une question. Oui, les questions. Oui, mais en fait, elle est compréhensible cette question. On connaît assez de métrologues dans nos contacts qui se disent oui, mais moi, on m'a dit de faire comme ça. Enfin, voilà, oui, c'est intéressant comme question. En tout domaine, proposer un changement. Je réfléchis en tout domaine, proposer un changement, presque une disruption, c'est complexe. C'est une bonne question. Comme ça, je dirais, peut-être c'est peut-être à nous de faire un peu comme si on préparait un mail, comme si on était dans les chaussures de la personne, en disant voilà, moi si j'avais à parler de mon chef, peut-être parce qu'il ne faut pas non plus en écrire 4 pages parce qu'il ne le lira pas, hein, surtout que là les gens aujourd'hui qui ont des responsabilités, des mails, ils en reçoivent à plus en finir. Donc il faut être pertinent, il faut donner les bons arguments. Ce qu'on peut dire, Christophe, c'est qu'on va publier, enfin on va travailler sur ensemble là, voilà. Si on était à la place des gens qui ont besoin de décider leur supérieur, qu'est-ce qu'on dirait en trois paragraphes, enfin en 3 phrases, pour leur expliquer. On va répondre à la personne qui a posé la question, mais peut-être même sur notre blog, pour donner des idées à tout le monde. On va faire ça rapidement. C'est une très bonne question. On me suggère d'aborder le côté économique. Voilà. Et donc du coup, y a-t-il des objectifs de réduction de coûts? C'est une autre question. Donc il y avait la réponse, aborder le côté économique. Et y a-t-il des objectifs de réduction de coûts? Là, la réponse, elle est clairement oui, évidemment. Enfin, quand on met en place la méthode opérette, on le sait bien. Alors, les calibres, c'est un peu différent parce que ça dépend de chaque contexte. Mais si on met en place la méthode opérette suivant les préconisations de la norme, on arrive avec des périodicités moyennes de 36 mois. Donc voilà, c'est très simple, qui suivent une gaussienne. Donc, on peut avoir quelques périodicités inférieures à 12 mois et du coup, elles seraient justifiées par rapport aux critères qu'on a choisis, par rapport à tout ça. Donc, ça serait c'est même une bonne nouvelle quand on a des périodicités inférieures à 12 mois, parce que ça veut dire qu'on ne fait pas que des économies, on ne cherche pas juste à économiser de l'argent, on cherche à organiser les choses et à les hiérarchiser. Donc, il y en a quelques-unes qui resteront en dessous de 12 mois, mais ça sera marginal. Et il y en a beaucoup qui seront entre 12 et 36, mais surtout au-dessus de 36, parce que si je vous dis que la moyenne, c'est 36 mois, ça veut dire qu'il y a 50% des instruments qui peuvent avoir une périodicité plus grande. Pour rassurer nos participants, on peut aussi très bien mixer
des opérations d'optimisation avec un plafonnement de périodicité. C'est-à-dire, on peut très bien dire je calcule mes périodicités suivant le FDX 07014, mais je ne dépasse pas une périodicité de 36 mois. Enfin bon, bref, si on ne veut pas prendre trop de risques au début. Donc, pour répondre à la question, c'est compliqué, ça va dépendre de tous les risques et les non-risques que les gens voudront pas prendre. Mais à coup sûr, quand on a une périodicité d'1 an, je pense qu'il n'y a que dans un parc, historiquement, Olivier peut nous le dire, mais je pense qu'il y a moins de 10% d'instruments de mesure qui méritent une périodicité autour de ça. Donc 90% d'instruments de mesure qui méritent une périodicité plus grande, ça fait tout de suite, et dès la première année, 50% d'économie sur les coûts directs d'étalonnage, sachant qu'il y a tous les coûts indirects. Prenons l'exemple des calibres, aller chercher un tampon fileté M6 par 1 au fond d'un tiroir et le demander à l'opérateur et être obligé de revenir 3 fois, ça coûte juste 5 fois plus cher que l'étalonnage du tampon lui-même qui coûte quelques euros. Donc quand on regarde tous les frais logistiques, tous les frais administratifs, passer la commande, payer la commande, enregistrer machin ici et là, les économies sont, en tout cas dès la première année, on peut tabler sur des économies très importantes. Après évidemment ça se lisse au fil du temps, et au fil du temps, l'engagement est probablement, suivant les stratégies retenues, entre une diminution pérenne de 30 à 40% du budget d'étalonnage direct et beaucoup moins sur les coûts indirects. Donc, incontestablement, il y a un objectif économique. Le juste nécessaire. Avec de l'optimisation, on fait le juste nécessaire. Et aujourd'hui, quand on n'optimise pas, on veut que tout soit conforme. Donc, ça coûte forcément beaucoup plus cher de faire en sorte que tout soit conforme plutôt que de hiérarchiser et de faire ce qui mérite d'être fait dans les conditions où ça mérite d'être fait. Donc oui, incontestablement des objectifs économiques et qui se chiffrent en dizaines de pourcents. Je ne sais pas, Olivier, si tu veux compléter un peu sur les parcs que tu traites toi en direct. Enfin, la première année, il y a toujours une réduction drastique, forcément. Là, c'est surtout la première, enfin la première année, on le voit énormément parce que forcément, si on augmente de toutes les périodicités la première année, mais il y a beaucoup la première année, on verra plus d'instruments en étalonnage presque, on en verra très très peu. Donc pareil, c'est une question de temps. J'avais un client, plus que question de coût, c'était question de temps. J'ai un client qui avait 900 instruments à optimiser par la méthode Opérette. Il me disait ouais, moi je suis embêté parce que si je change toutes mes périodicités, il va falloir que je change toutes mes étiquettes. J'aurai pas le temps de le faire. Je lui fais oui, je lui ai dit bah on va faire une simulation. Il avait 900 instruments et suite à la mise en place de la méthode Opérette, le mois après, entre le mois de la mise en place et le mois après la mise en place, avec le nouvel échéancier grâce à la méthode Opérette, il avait 2 ou 3 instruments à faire étalonner. Je lui fais bah voilà, pendant ces 2 mois, vu que vous n'aurez pas d'instruments étalonnés, que vous en aurez 2 ou 3, bah vous aurez largement du temps pour changer les étiquettes de périodicité sur tous vos instruments. Et voilà, plutôt que de faire des étalonnages, bah, vous allez, si vous continuez à utiliser des étiquettes, vous pouvez changer les étiquettes. Donc oui, alors on a fait à la fois des gains d'argent et des gains de temps qui sont très très importants. Changer les étiquettes, c'est pas le seul objectif, je le disais tout à l'heure. C'est aussi l'occasion de refaire l'inventaire du parc, de vérifier que les instruments sont bien toujours là, qu'ils sont pas cassés, parce que tout le monde le sait. Les opérateurs, quand il y a un instrument qui est cassé, ils le ramènent pas forcément, ils l'utilisent pas, évidemment, il est cassé. Mais là, ça permet aussi d'avoir plus de temps pour faire des choses qu'on n'avait peut-être pas pris le temps de faire jusque-là. Donc, incontestablement, on va disposer de temps pour faire des choses très probablement plus pertinentes que courir après le calendrier et après l'échéancière. Parce que tu viens de nous dire, Olivier, c'est remarquable et c'est bien normal. La première année, c'est celle où on a le plus de bénéfices et c'est celle justement où on va pouvoir réapprendre à travailler autrement. Et une question, y a-t-il un suivi après la formation ? Chez Deltamu, il y a toujours un suivi. Ça fait partie de l'ADN de Deltamu que de répondre aux questions de ses clients. On est très attaché à faire réussir la métrologie qu'on porte depuis la création. On répond à toutes les questions et après, évidemment, si le suivi, ça signifiait qu'il faut qu'on intervienne pendant une semaine pour faire je ne sais quoi, il y aurait une offre commerciale que Johan aurait plaisir à formuler et à
enregistrer la commande, mais quand c'est répondre à une question, moi je réponds à des dizaines de gens qui m'interrogent par exemple sur les réseaux sociaux sans même qu'ils soient clients de Deltamu, et c'est pas un critère pour répondre. Donc bien sûr qu'il y a un suivi, et notamment pour cette première équipe là de smart métrologues, on peut le dire comme ça, parce qu'on a évidemment intérêt à ce que ça fonctionne pour la communauté des métrologues et évidemment en conséquence pour Deltamu, puisque l'heure est peut-être venue enfin à faire des choses comme ça, et que nos meilleurs commerciaux, même si notre équipe commerciale est très bonne chez Deltamu, mais nos meilleurs commerciaux restent quand même nos clients qui peuvent témoigner sur le fait que ça a fonctionné et qu'ils ne sont pas ennuyés, et qu'au contraire, ce qui se passe est mieux. Donc c'est notre intérêt de les aider à atteindre ce niveau-là. J'ai une question sur le nombre d'instruments. Donc, on a vu une personne qui avait beaucoup d'instruments. Ben là, au contraire, c'est une personne qui a peu d'instruments, et elle pose la question de est-ce que les méthodes sont applicables quand j'ai moins de 50 instruments? Alors, on a mis 50 dans le programme pour des raisons sûrement purement statistiques, mais bon, Christophe, tu le sais bien, hein, quand on fait de l'opérette, on fait quoi? On calcule des moyennes et des écarts types. Donc, c'est-à-dire que si on a 3 instruments, on peut s'inspirer de la méthode opérette pour faire des choses, mais à partir du moment où on en a une vingtaine, une trentaine, enfin, ça c'est vraiment la phase de diagnostic dont parlait Johan, c'est-à-dire que faut qu'on en sache plus. Si c'est 3 thermomètres à mercure, il n'y a sûrement pas de méthode opérette à faire. Si c'est une vingtaine d'instruments d'un labo avec des balances, des pipettes, des pH mètres, à partir de 20, on commence déjà à faire des choses. Donc tout ça, il faut prendre ça avec intelligence en fait. Quand on utilise des méthodes statistiques, elles nous donnent des voies, des axes de réflexion, elles nous proposent des outils, mais après on peut les adapter à chaque contexte. Donc voilà, sous réserve que ce soit pas, il y a forcément des solutions. Voilà. Après le problème, c'est que il faut pas que le coût d'une optimisation, finalement, on parlait d'objectifs économiques, si le coût de l'optimisation c'est 10 fois le prix de la gestion du parc et qu'on n'a pas de problème technique particulier, bon, la question, nous on est prêt à accepter la commande, mais voilà, est-ce que c'est pas un peu surdimensionné? Voilà. Donc tout ça, ça se regarde à l'aune de c'est quoi le parc, c'est quoi le contexte. Donc ça fait partie de ce diagnostic préalable dont parlait Johan tout à l'heure. Mais on ferme évidemment pas la porte. D'accord. Une question, y a-t-il un document à présenter à l'auditeur après la formation pour l'optimisation? Alors, tout dépend quel type de document. Quoi qu'il arrive, on a des papiers qui attestent la participation à la formation. Par contre, on ne propose pas de formation certifiante ou de choses comme ça, donc on n'aura pas de certification à la fin de la formation. Par contre, on a de quoi attester que la personne a bien participé à la formation. Voilà, pour l'instant, j'ai pas de réponse supplémentaire. J'ai des personnes qui ont des rendez-vous et qui commencent à quitter la salle, mais sinon, ouais, tout le monde est à peu près là. Simplement, j'ai donné la main à Olivier pour terminer du coup. Et voilà, même s'il y en a qui quittent la salle, si derrière vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Alors, c'est quoi? C'est commerce@deltamu.com, hein, c'est ça, Johan? Oui, tout à fait. Si, voilà, sinon, si vous avez des questions ou à métrologie@deltamu.com, c'est comme vous voulez, les deux fonctionnent. Et sinon, via le formulaire de contact directement sur notre site internet. Sur notre nouveau site, pour préciser, là, qui a été mis en ligne en tout début de semaine. Sur notre tout nouveau site internet. Effectivement. Deltamu, c'est une grosse semaine en fait. Tu peux me donner la main, Johan? Oui, je viens de le faire. Alors. Peut-être Olivier en vraiment 2 minutes, l'essentiel, parce que les gens vont oui, voilà. Très rapidement, là, vous avez, je pense que vous voyez mon écran, c'est bon? Oui. Donc voilà, nous l'objectif au cours de cette formation, hein, c'est de vous présenter les méthodes, vous montrer comment on peut gérer cette sortie de crise. Alors, hop. Par exemple, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'instruments qui vont être en retard d'étalonnage suite à cette cette crise, à ces 2 mois sans rien faire au niveau métrologie. Parmi les possibilités que vous avez dans un premier temps, sans aller très loin, déjà c'est
C'est de mettre une tolérance sur vos périodicités. Vous pouvez mettre une tolérance par exemple, de 2 mois sur vos périodicités. Si je crée ma tolérance de périodicité, mon instrument il est plus en retard d'étalonnage vérification, il va être tout simplement en retard étalonnage vérification. Vous pouvez aussi créer avec le logiciel des reports d'intervention. Si vous savez que votre instrument il n'a pas été utilisé, par exemple depuis l'année dernière, vous pouvez tout simplement créer des reports d'étalonnage. Ça va automatiquement vous repousser votre périodicité d'étalonnage et votre instrument il restera en service. Et comme je vous le disais aussi, sur notre logiciel Optimu, est fourni à tous les clients qui sont utilisateurs, à tous les industriels qui ont le logiciel, on fournit gratuitement le module optimisation. Donc dans ce module optimisation, vous trouverez les différentes méthodes d'optimisation, notamment la méthode Opérette. La méthode Opérette qui va vous permettre d'optimiser les périodicités d'étalonnage. Donc moi j'ai fait une étude de référence, avant la présentation, histoire de vous montrer ce que ça pourrait donner. Donc dans cette étude, on a choisi 8 critères. Ces critères, ils ont été pour ces critères, on a choisi différents plots de notation. Par exemple, si je vais sur la dérive de l'équipement, on a choisi 5 plots, la dérive importante, dérive significative, dérive moyenne, dérive faible, dérive négligeable, avec une pondération pour ce critère. Voilà. Et ensuite, pour chaque instrument qu'on a voulu mettre dans notre étude, on a noté tous nos instruments. On a noté tous nos instruments afin qu'on puisse les optimiser derrière. Une fois que tous les instruments sont notés, il nous reste plus qu'à lancer nos calculs et voir quelle périodicité on pourrait obtenir. Et lorsque je mets à jour les périodicités à la fin, tout simplement, je vais avoir l'ancienne périodicité et ma nouvelle périodicité calculée grâce à la méthode. Alors vous voyez, il y a beaucoup de périodicités qui augmentent. Il existe aussi des instruments pour lesquels, même en mettant la méthode Opérette en place, on aura des périodicités qui diminuent. Cet instrument, il va passer de 12 mois à 6 mois par exemple. Si je mets à jour les instruments en cliquant sur ce bouton, tous les instruments vont se mettre à jour et leur périodicité va être automatiquement mise à jour dans le logiciel. Alors vous allez voir, par exemple, mon instrument Metro 001, une fois que la mise à jour va être faite, sa périodicité elle va passer de 12 mois à normalement 37 mois. Alors je vais retourner sur mon Metro 001. Donc vous voyez bien que j'ai un calcul de périodicité qui s'est fait à la date d'aujourd'hui, avec périodicité modifiée de 12 à 37 mois. Et si je vais dans l'onglet périodicité d'étalonnage, vous avez la nouvelle périodicité de l'instrument qui est passée à 37 mois. Autre méthode qui existe, c'est la méthode de la dérive, voilà, qui va aussi nous permettre de calculer les périodicités grâce à cette méthode de la dérive. Donc voilà, après on va faire une étude en fait sur un type d'instrument. Donc là j'ai fait sur les temps profilés entre. J'ai calculé mes facteurs de dérive. J'ai choisi mes options avec ma périodicité max que je veux appliquer, ma part de vie. Alors je reviendrai sur la part de vie au cours de la formation. Et lorsque je mets à jour si je veux mettre à jour la périodicité des instruments, je vais aussi sur cet onglet mettre à jour et vous voyez que mes périodicités elles vont évoluer de l'ancienne périodicité à la nouvelle périodicité. Voilà pour la présentation rapide d'Optimu. Je suis allé très très vite parce que du coup il est presque midi et je veux pas vous garder plus longtemps. Mais on reviendra sur cette méthode, sur Optimu et sur les différentes méthodes au cours de la formation. Voilà, je sais pas si Jean-Michel, tu veux prendre la main pour conclure sur ce webinaire. C'est plutôt si Christophe a des questions. Je voudrais juste signaler effectivement ce module optimisation chez Deltamu. On y tient évidemment. Deltamu a été créé pour ça il y a 20 ans. Et pour nous, ça fait partie intégrante d'un logiciel de gestion
de parc de moyens de mesure. Donc, même si dans notre modèle économique il y a 20 ans, les choses étaient un peu différentes, aujourd'hui, il nous paraît légitime et naturel que ce module fasse partie du module GMM. Voilà, il y a 20 ans de travail et de réflexion autour de ces questions. On aurait évidemment beaucoup de choses à faire et il y aura beaucoup de choses de dites pendant les formations et ensuite tout au long du suivi. Et comme c'est posé la question à un moment de savoir est-ce que Excel ça suffit, donc la réponse est clairement oui, Excel ça suffit, mais évidemment que dans un logiciel qui a 20 ans de maturation avec des techniques qui ont été inventées par nous-mêmes, il y a des fonctionnalités dans le logiciel qui seraient difficiles de reproduire sur Excel, mais disons-le clairement, on peut très bien commencer avec Excel, ça pose juste, ça sera un petit peu plus long, il y a forcément après des saisies à aller faire dans votre propre base de données de gestion pour aller mettre à jour. Voilà, donc l'intérêt d'un logiciel, c'est justement d'avoir intégré toutes ces fonctionnalités, réfléchi un peu à tous les besoins que vous pouvez avoir périphériques, hein, parce que dans la norme, tout n'est pas écrit. Et voilà, c'est l'intérêt. Mais la licence Optimu, je ne sais pas, en service, Johan, ça coûte combien un Optimu annuellement avec ce module donc intégré à la GMM? Alors, j'ai plus les tarifs en tête au moment où tu me demandes. Je regarde ça tout de suite parce que je peux vérifier. J'ai une question sur le coût de la formation en classe virtuelle. Donc, je ne sais pas si il apparaissait dans ce que tu as montré. Oui, il apparaissait. J'ai pas pensé de le signaler, effectivement. Donc, sur la formation, on est à 1 250 € par participant. Là, on t'a pas bien entendu. Je vois que c'est 1 250 €, c'est ça? Oui, 1 250 €. D'accord. C'est ce que j'ai dit. Pardon. Ouais, en fait, on s'est calé. Vous m'entendez pas bien? Sur l'offre que fait l'État pour accompagner le chômage partiel. Et effectivement, on est en mesure d'accord d'esprit là, qui est dérisoire qui est faible pour l'engagement de Deltamu, mais parce qu'on espère regrouper plusieurs personnes dans ce programme-là, de manière à mutualiser toute la partie formation, ce qui nous permet de faire cette offre-là. Mais je le redis, c'est vraiment une offre motrice. C'est pour donner l'exemple et notre objectif ne se limite pas à cette session-là de ce programme-là. Notre objectif, c'est de partager avec la communauté des métrologues le fait qu'on peut faire autrement maintenant et du coup d'attirer vers ces nouvelles pratiques tous ceux qui seront un peu plus hésitants au début ou qui n'auront pas trouvé les moyens ou qui auront eu peut-être moins de temps. Voilà. En tout cas, c'est dans une démarche de long terme comme on fait depuis 20 ans avec un tarif attractif pour rentrer dans le cadre du champ légal, enfin des aides qui sont orientées vers l'industrie pour améliorer la performance. Et ce programme de formation est orienté vers l'industrie pour améliorer la performance. Et une question sur le document COFRAC que tu citais, Jean-Michel. Donc c'est le GEN GTA 01, guide technique d'accréditation, traçabilité des résultats de mesure. On me demandait la référence exacte. Ouais, alors il est disponible gratuitement sur le site du COFRAC. Hein, c'est des documents qui sont gratuits. Hein, donc j'ai eu une demande sur Facebook là, donc je vais l'envoyer, mais il suffit, je trouve que le site du COFRAC n'est pas forcément facile. Mais moi, je l'ai trouvé facilement en tapant la référence GEN GTA 01 COFRAC et sur Google, je crois qu'il m'a amené directement sur le lien. Jean-Michel, pour répondre à ta question un petit peu plus tôt concernant le tarif de l'abonnement, donc on est en standard à 600 € annuels. Et là, on appliquera des conditions préférentielles, donc on fera 10% sur le prix de l'abonnement. D'accord. Donc, c'est le prix de quelques étalonnages. Voilà. Enfin, c'est dans une démarche d'optimisation. C'est pas la partie coût logiciel, surtout pas avec une solution cloud complètement déportée sur laquelle finalement il suffit d'avoir un droit d'accès. C'est marginal par rapport à l'engagement qu'on prend sur cette capacité à avoir optimisé le parc d'ici fin juillet, à faire tout ça, voilà, plutôt que de le faire dans la précipitation, rattraper les retards, peut-être de prendre un peu plus de recul, un peu plus de temps à la maison, même, hein, on l'a dit, c'est 100% compatible télétravail, de manière à laisser passer l'orage, mais surtout de le mettre à profit pour repartir du pompier dès septembre avec des stratégies toutes neuves et moins coûteuses et plus performantes, c'est important. Je me permets d'intervenir également. J'ai vu passer dans les questions là quelqu'un qui nous demande si c'est 1250 TTC. Non, c'est en hors taxe par contre. Oui, ça normalement ça pose pas de problème aux industriels puisque la TVA
récupérer. Si on avait un participant virtuel qui ne serait pas un professionnel, mais qui serait je sais pas, quelqu'un qui veut renforcer sa formation, ses compétences pour justement accéder au marché du travail avec cette nouvelle vision qui serait soit au chômage, soit je sais pas, on peut imaginer auto-entrepreneur. Bon, tout ça, ça se discuterait. C'est pas... Mais bon, normalement, la TVA n'est pas une question dans le domaine B2B. Pas de nouvelles questions de mon côté. Christophe, il n'y a plus de questions? Non, pas de nouvelles questions de mon côté. D'accord. Bon ben, moi, ce que je propose, c'est qu'on se quitte sur ces paroles et donc on se donne rendez-vous pour ceux que ça intéresse à un webinaire organisé la semaine prochaine sur les comparaisons inter-instruments. On n'a pas encore, enfin pardon, sur les méthodes de surveillance et en particulier les comparaisons inter-instruments. On n'a pas encore publié, enfin on n'a pas encore communiqué sur ce webinaire, mais vous pouvez le noter dans vos tablettes. Olivier, c'est quand déjà? Alors, c'est jeudi 4 juin et je pense que ce sera à 10h30 comme aujourd'hui. Voilà, jeudi 4 juin à 10h30. Vous allez voir passer les liens sur les réseaux sociaux et puis sur notre newsletter comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et ben, du coup, on peut se retrouver jeudi prochain pour parler de surveillance qui sont plus pertinentes que des étalonnages un petit peu à l'aveugle. Merci pour votre participation. Vous êtes encore nombreux à ce moment-là. On a beaucoup dépassé et puis on se dit à très bientôt. Puis pour ceux qui sont intéressés par notre programme, évidemment, l'objectif, c'est qu'on puisse vous renseigner sur toutes les modalités. Donc là, c'est Yoann qui se chargera de vos demandes et qui traitera vos dossiers. Et on espère rendez-vous pour le début du programme, enfin mi-juin, pour repartir du bon pied. Bon appétit à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.